Je fais partie d'une entité d'Orange. Je ne vous ai pas fait de slide pour vous présenter Orange. Vous savez qu'Orange, sur le marché des télécoms, qui est un marché très concurrentiel, comme tout le monde souffre, il y a des relais de croissance qui ont été identifiés, dont les objets connectés et la data notamment. Et moi, je travaille dans une entité qui produit ce type de service. Donc, on est 5000 personnes. Et on produit des services qui correspondent à des projets que vous avez pu entendre parler aujourd'hui. Voilà. En préambule, j'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui. Comme vous, j'ai appris plein de choses. Il y a juste un truc, il faut toujours penser qu'il y a un humain au milieu de ça qui va soit utiliser ces services-là, soit les acheter. Je pense que c'est important à avoir toujours en tête. Et par rapport à ce que M. Dorel disait à un instant, ce qu'il faut identifier vraiment, c'est la valeur ajoutée qu'on va porter par rapport à ça. Parce que faire de la technologie pour faire de la technologie, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, au niveau de la valeur ajoutée, il y a deux grands axes, deux grandes questions qu'il faut se poser à chaque fois sur ce type de sujet. C'est un, est-ce que ça va m'apporter de la valeur ajoutée en interne? Donc je vais pouvoir mettre en place de la connectivité vers mes outils pour pouvoir faire de l'optimisation, pour pouvoir utiliser mon outil industriel le plus facilement possible. Deuxième axe qui est intéressant à analyser, c'est de savoir, quand on parlait des boîtes aux lettres par exemple, quelle valeur ajoutée je vais apporter sur le marché. Et à ce moment-là, je vais pouvoir la monétiser, je vais pouvoir la valoriser et vendre peut-être plus cher ce service-là. Aujourd'hui, mon gamin de 11 ans, à son anniversaire, je suis allé lui acheter un casque pour faire du skateboard. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, tiens, s'il y avait un point GPS dessus ou un accéléromètre pour voir quand il prend des chocs, est-ce que j'aurais peut-être pu payer ce service-là en plus? Pourquoi pas? Voilà. Donc Decathlon, il n'y a pas encore pensé, mais je pense que ça doit être dans leur carton. Il y a un troisième axe qui n'a pas été évoqué aujourd'hui, qui peut être intéressant également, donc hors interne et hors externe, c'est de se dire que toutes ces données-là qui sont produites, je peux peut-être en faire quelque chose. Avec du partenariat, en les vendant à quelqu'un qui en aurait besoin. Exemple, je suis loueur de voiture, j'ai un certain nombre de véhicules qui se baladent dans le territoire. Il se trouve que dedans, j'ai un boîtier qui me permet de savoir où sont les voitures, les données de consommation, de CO2, et ainsi de suite. Et comme ce boîtier-là, il est branché à mon buscan, je sais aussi dire quand les essuie-glaces sont branchés. Donc j'ai potentiellement l'info en temps réel de tous les endroits en France où il pleut. Donc je peux vendre des données météo, alors que je suis loueur de voiture. Ça demande une imagination, mais de se dire que tout ce que vous produisez, ces données-là, vous les stockez dans un coin et vous pensez à vous dire, est-ce que quelqu'un en aura besoin? Et je pourrais le lui revendre et ça pourrait être quelque chose qui serait super intéressant pour nous. Donc j'en reviens au cas d'usage. Ce qui est super important, M. Marpeau l'a bien expliqué, c'est d'analyser le cas d'usage. Je vous ai juste fait, c'est le seul slide indigeste que j'ai, je vous préviens. Ça, c'est les technologies potentiellement de connexion vers des objets connectés. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'est-ce que je recherche. Est-ce que je recherche de la distance? Est-ce que je vais utiliser l'objet dans un contexte où je n'aurai pas d'électricité? Si je suis en mobilité, je vais être sur batterie ou sur une pile lithium, ainsi de suite. On a parlé de la fréquence des données, du contenu des données. Donc le cas d'usage de ce qu'on va en faire va déterminer comment on va pouvoir le connecter. Et après, il y a plein de solutions autour de ça. Il y en a un qui apparaît pas là, c'est le filaire. Il y a des endroits où le filaire peut correspondre et pourquoi sont privés. Voilà. Donc voilà. Je vais vous raconter des histoires qu'on a pu mettre en place chez certains de nos clients sur certains exemples. Vinci Autoroute nous a sollicité pour faire une aire de repos connectée. Donc à côté de Chartres, sur la 10, il y a une aire de repos sur laquelle on a déployé différents cas d'usage. Donc tout à l'heure, on a parlé de la poubelle. Et vraiment, le retour sur investissement, il est là-dessus, sur les patrouilleurs qui passent leur temps à ouvrir des poubelles et qui font. Elle est vide, je repasserai la semaine prochaine. Donc un capteur capacitaire et à distance, à partir de 80%, on a une alerte et on va pouvoir optimiser la tournée des patrouilleurs. Voilà. Papier toilette, distributeur de savon, bassin de rétention, ouvrant, place de parking pour les véhicules légers, pour les poids lourds, capteur de salinité et d'humidité sur les trottoirs, savoir s'il faut saler. Voilà. Donc
Aujourd'hui, les cas d'usage, là, on est typiquement sur du service qu'on va pouvoir rendre directement aux usagers. On leur a développé un outil de supervision qui permet d'avoir en temps réel la situation sur l'aire de repos. Voilà. Juste par rapport au slide précédent, donc moi, ça fait 20 ans que je fais de l'informatique. Et il y a 20 ans, M. Marpeau en parlait tout à l'heure, on était sur les environnements Windows, c'était très rigide, c'était très vertical. Et aujourd'hui, avec l'évolution, d'abord les couches basses sont passées à de l'IP et ainsi de suite. Aujourd'hui, sur les couches système, on banalise les VM dans le cloud. Donc progressivement, on est en train d'horizontaliser en fait toutes les couches et de les normaliser. Et ça permet d'ouvrir des choses et de pouvoir connecter beaucoup plus de choses que dans le temps. Donc tous ces systèmes-là, aujourd'hui, on peut les connecter. Et ce qui devient intéressant, c'est de se dire que je ne suis pas en silo avec une vision silo par rapport à un usage que j'ai déterminé, mais je vais avoir X usages. Dans ce cas-là, je vous ai parlé d'une douzaine d'usages. Et je vais avoir à l'écran l'information qui va être recroisée. J'ai un autre exemple sur des VMC, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, ma VMC est tombée en panne. Et si à l'écran, j'ai en face l'information de la température à l'intérieur du bâtiment, la température à l'extérieur du bâtiment, peut-être des détections d'intrusion, et ben je vais pouvoir, dans mon diagnostic, faire une analyse qui va être plus pertinente et réagir plus facilement, plutôt qu'aller voir ma VMC, aller voir ma température à l'extérieur, aller voir mon truc d'intrusion. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, avec les outils, via de la supervision, on peut croiser ces informations-là et puis faire de l'analyse qui va être beaucoup plus rapide. Tout à l'heure, il y avait des questions sur la pérennité d'un objet connecté, combien de temps ça doit durer. Je me suis fait une réflexion, j'étais assis là tout à l'heure. On a parlé de la durée d'une technologie. Il y a plein de nouvelles technologies qui arrivent, des nouveaux langages, des nouveaux logiciels de développement, ainsi de suite. Il y a aussi un point qui est à prendre en compte, c'est le réglementaire. Voilà. Donc, typiquement, à Narbonne, on a équipé une quarantaine d'écoles. Pourquoi? Parce qu'en 2015, il y a quelqu'un qui a pondu une loi qui dit que maintenant les collectivités doivent mesurer la qualité de l'air dans les écoles et les crèches. Voilà. Donc les réglementaires peuvent avoir un impact également sur un certain nombre d'usages, un certain nombre de systèmes qu'on doit mettre en place. Donc là, c'est tout facile, hein, c'est des petits boîtiers qu'on met dans les écoles. Et puis bah, pareil, on a une supervision sur une carte. On a tous les courbes sur l'évolution des données qu'on récolte. Bah, je vous parlais de VMC. Voilà, typiquement, il y a un moment tout à l'heure dans l'après-midi, on parlait de services à valeur ajoutée. Aujourd'hui, des gens qui vendent des VMC vont avoir un business model qui va évoluer. Pourquoi? Puisqu'ils peuvent interagir à distance sur leur bloc. Et le fait d'avoir des moisissures ou pas, c'est un engagement qu'ils vont pouvoir donner à leurs clients. Avant, ils vendaient une VMC, et ils se retiraient de l'engagement, ils avaient fourni un matériel. Demain, ils vont pouvoir s'engager à ce qu'il n'y ait pas de moisissure. Typiquement, la VMC qui tombe en panne le vendredi soir, le lundi ou le mardi, quand les gens vont réoccuper les locaux, ils vont constater des problèmes qui se sont passés. Si le vendredi soir, le prestataire a l'alerte, eh ben, il va pouvoir agir pendant le week-end, et le lundi, les gens retrouvent leurs locaux, et ça a été transparent pour eux. Et ça, c'est de la valeur ajoutée, c'est de la valeur ajoutée du service pour le client, et donc c'est quelque chose qu'on peut valoriser. Ou du moins se distinguer par rapport à la concurrence. ELM Leblanc sont les chaudières. Donc là, pareil, il y a un certain nombre de données qu'on remonte. Excusez-moi, je vais arrêter de parler. Il y a un certain nombre de données techniques qu'on remonte des chaudières, et en fait, on les a aidés également à faire de l'algorithmie autour de ça, pour faire de l'analyse de panne. Voilà. Donc, s'il y a un opérateur, s'il y a un particulier qui appelle parce qu'il a un problème, il y a tout l'historique depuis 5 ans de panne qui a été intégré dans une base de données. On prend les données réelles qu'on voit qui remontent des chaudières, et puis on sait dire les 3 pannes principales a priori. Et ensuite, l'opérateur va poser des questions pour qualifier ça, et va tomber sur la panne principale, et va envoyer un technicien en disant bah, il faut que tu prennes tel durite, parce qu'on pense que c'est vraiment ce problème-là qu'il y a sur cette chaudière. Manitou Walk, donc ça c'est les grues jaunes que vous voyez sur les chantiers. En fait, ils ont rajouté un service, donc c'est des sociétés de BTP qui louent les grues.
Et l'histoire, c'est quand il y a une panne sur une grue, vous appelez un technicien qui vient, il fait le diagnostic et il dit bah voilà, il faudrait changer telle pièce. Là, en fait, on s'est connecté à l'automate de la grue. Et quand la personne arrive, elle appelle sur un plateau, il y a un opérateur qui voit les données et qui peut faire le télédiagnostic direct vis-à-vis des données qu'il voit à l'écran et avec le client qu'il a au téléphone. Et à ce moment-là, il envoie le technicien directement avec la pièce à changer. Donc ça, c'est un service, il y a un 0800 qui a été mis en place. C'est un service qu'ils ont pu rajouter à leur service de location de grue. Autre sujet rigolo, je ne sais pas si vous bricolez un peu. Enfin moi ça m'est arrivé, quand vous allez commander des planches sur mesure au Leroy Merlin, il y a toujours un peu d'attente. Voilà. Donc ce qu'on a développé pour eux, c'est un bouton connecté où vous allez faire votre demande à l'atelier découpage. On vous file une sorte de bouton qui peut clignoter ou vibrer. Et puis vous partez faire le reste de vos courses. Et puis 20 minutes après, quand votre commande elle est prête, hop, le truc il bip. Et puis vous revenez chercher votre produit. Voilà. Donc on parle d'objets connectés, mais des fois c'est des objets qui sont tout simples. Donc derrière, ça veut dire de l'analyse de données et de l'interfaçage avec le système d'information. Et c'est des choses aujourd'hui qui sont possibles. Donc, voilà. Merci de m'avoir donné la parole.